Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Je me dirige actuellement dans le centre-ville de Toulouse, sur la place bien connue du Capitole. J'ai rendez-vous avec un certain Nicolas, un blogueur bien connu, qui m'a donné rendez-vous dans sa ville. Ville très agréable au demeurant, il est très chaud, il est 17h, je ne sais pas combien de degrés il fait, mais il fait chaud. Très agréable parce que les rues piétonnes sur Toulouse, dans le centre-ville, dans tous les cas, sont ombragées. Ah, le voilà qui arrive. Hop, tour. Et derrière moi, le fameux Nicolas. Et bonjour la caméra. Salut Nicolas, comment vas-tu? Ça va bien. Merci de me recevoir dans ta ville rose. Avec plaisir. Je disais tout à l'heure que il fait chaud dans ta ville, mais c'est très agréable. Les rues piétonnes, il fait bon, c'est très agréable. Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite de l'interview. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Je suis avec Nicolas Penn et je me trouve actuellement non pas à Paris, vous l'avez bien deviné, ce n'est pas Nicolas qui est monté, c'est moi qui suis descendu à Toulouse. Et nous sommes retrouvés sur les vieilles rues de Toulouse, autour du Capitole. Et on s'est posés tous les deux dans un parc pour discuter tranquillement, à bâton rompu, histoire de faire connaissance et puis partager ce qu'on aura à partager avec vous dans cette vidéo. Nicolas, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, voilà. Donc Nicolas qui nous accueille dans cette belle ville rose de Toulouse. Il fait chaud, il fait beau, avec le soleil de Toulouse. Et les jolies filles de Toulouse, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mal de jolies filles sur l'agglomération. Voilà, donc Nicolas Penn, donc du blog pnl-marketing.com, pardon. Donc il va se présenter un petit peu, donc il est spécialisé sur la PNL, puisque Nicolas anime des stages de PNL sur Toulouse depuis un certain temps, le marketing, C'est ça. et quoi d'autre encore? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Alors j'ai connu Nicolas il y a 3-4 ans à peu près, sur un mastermind qu'on avait organisé pour justement s'épauler les uns les autres sur le lancement marketing de nos activités respectives. Et c'est la première fois que je rencontre Nicolas en chair et en os, c'est le vrai. C'est moi. Voir, voilà. Le chat fourbe, c'est lui. Le Sherlock Holmes du marketing, l'Indiana Jones de l'entrepreneuriat. Nicolas s'est fait une spécialité pour accompagner les entrepreneurs justement sur les aspects marketing, PNL. Peut-être développer un peu plus sur ta spécialité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as du succès aujourd'hui, que tu fais pas mal de missions de consulting pour les entrepreneurs? C'est ça. Alors dis-moi tout. Alors, dis-nous tout. Alors pour parler de PNL marketing, plus clairement, l'idée, donc comme tu l'as bien précisé, je suis enseignant PNL certifié. Je fais des formations PNL sur Toulouse et également donc avec le web, ça fait depuis plusieurs années que je m'intéresse au web, au marketing web au début, puis après au marketing plus sur le présentiel, sur la vente de produits, la vente de services, tout ce genre de choses. Et donc du coup de cette passion, j'ai commencé à la communiquer et à en développer une véritable expertise sur le sujet. Et comme je maîtrisais la PNL, je me suis dit mais à chaque fois, il y a des outils très puissants en PNL, comment on pourrait les mettre en application dans le domaine du marketing et de la vente. Donc dans la vente on trouve quelques trucs, mais dans le marketing on ne trouve pas énormément de choses. D'accord. Et j'ai cherché pendant des années ces infos-là, notamment des outils d'hypnose, des outils de PNL, enfin tout type d'outils, pour la mise en application. Et ça je me suis dit il n'y a absolument rien. Et puisqu'on parle de business, de marketing et de stratégie, je me suis dit, ben voilà, s'il y a rien, et s'il y a un besoin et que j'ai ce besoin et qu'en plus je peux répondre à ce besoin puisque déjà j'aurais adapté des techniques de PNL, eh bien c'est peut-être que d'autres personnes auraient envie de profiter de cette spécificité-là. C'est là que j'ai développé cette discipline. Parce que tu es parti du développement personnel, parce que tu avais un best-seller sur Amazon qui était Objectif Lune, et c'est à cette époque-là que tu as ensuite fait... tu as évolué vers donc, le marketing internet et justement transposer le marketing général. Enfin, le marketing de manière générale. Hein, parce que c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas vraiment de marketing internet, il y a marketing point. Après, on transpose les outils sur internet et pas.
Et donc tu as appliqué donc, les outils de développement personnel au développement marketing. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, parce qu'au final, en développement personnel, on retrouve tout, on retrouve plein de choses, et que ce soit sur la réalisation d'objectifs, sur la gestion de croyances. Donc là, je suis vraiment plus dans des terminologies de développement personnel. On va attendre qu'il passe. Ça marche, voilà. Donc ça, c'est plus sur l'outil développement personnel, mais déjà, il y a besoin, si tu veux être bon en marketing, tu es obligé au niveau de tes produits, de tes services, d'être aligné toi-même, dépasser certaines croyances, travailler aussi sur la relation, sur comment se mettre à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre, ce qu'on appelle en PNL les positions de perception. Donc il y a toute une série d'outils de développement personnel qui sont applicables au marketing. Et après, au-delà de ça, je me suis beaucoup intéressé et je l'ai intégré dans la PNL marketing, tout ce qui est les techniques d'influence. Donc tout ce qui est persuasion, etc. Et donc tu as créé donc, cet outil, donc la PNL marketing, pour justement accompagner les entrepreneurs. Tout à fait. Et donc est-ce que un entrepreneur lambda qui vient te voir, qu'est-ce qu'il va pouvoir retirer justement de ces consultings, une séance avec toi? Moi, ce que je fais, c'est sur mes séances de consulting. Donc déjà, j'identifie la problématique de la personne, forcément. Et je vais mettre en place les bons outils, je vais piocher dans la boîte à outils PNL Marketing et dire bon là ici il y a un problème de positionnement, on va travailler sur le positionnement avec tel ou tel outil. Donc ce sont des choses vraiment très concrètes en fait. Oui, on n'est pas sur du développement personnel pur. Tu pars de là mais avec une application concrète sur le business. D'un point de vue pratico-pratique, ce qui peut arriver, c'est par exemple, je vois les prix d'un client, il me dit, ben voilà, j'ai tel prix. Je lui dis, mais c'est pas assez cher. Tu devrais multiplier par 2 le prix de ton produit. Et là, j'essaye de voir s'il y a une résistance ou pas. Et s'il y a une résistance, là, peut-être qu'on va travailler de façon différente. D'accord. Donc, soit on peut travailler de façon très pratico-pratique, ou soit aller chercher un petit peu plus loin et essayer de booster, de changer certaines croyances, parce que aussi c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup de croyances. Il y a une personne qui fait appel, notamment, pas tout le monde, mais certains entrepreneurs qui font appel à moi, c'est justement pour arriver à gérer, donc à mieux gérer le marketing, parce qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas envie de faire, ou parce qu'il y a des blocages aussi liés à la vente. Ça aussi, il y a un travail que je ne fais pas de façon frontale, mais que je fais de façon indirecte. D'accord. Et donc on vient te voir pour des problématiques de positionnement. Quelles sont les autres thématiques sur lesquelles on peut venir te voir? Sur le lancement, sur des lancements de produits. Par exemple, j'ai le souvenir d'entrepreneurs qui travaillaient, qui faisaient un lancement de produits lié à l'événementiel sur le web. Donc là, j'ai travaillé avec eux. Du coup, ça leur a permis de tripler leur chiffre d'affaires par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc on va travailler là-dessus. On peut travailler sur la mise en place d'une stratégie marketing de A à Z. Donc ça aussi c'est ce que je fais avec certains entrepreneurs. Donc voir, donc là il y a le positionnement, mais après il y a comment on va mettre en place les produits, quelle va être la séquence de lancement, ce genre de choses. Comme ça. Et toujours en adaptant. Parce que sur le web on va avoir surtout beaucoup de super lancements, de gros lancements ou alors des lancements de petits produits. Mais certains seront très bons sur ce genre de choses, ils seront à l'aise, d'autres ne seront pas forcément à l'aise. Et surtout ça sera adapté sur certains business et pas forcément sur d'autres. D'accord, donc en fait ce que tu me dis pour synthétiser, il existe des outils que tu vas pouvoir bien piocher, il y a une boîte d'outils dans laquelle tu vas pouvoir piocher et adapter en fonction de la personnalité de l'individu. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas imposer une manière de faire ou une trame, mais en fonction de la façon dont la personne reçoit ce type d'outils, en fonction du produit, en fonction du contexte en fait. C'est ça. Tu vas pouvoir adapter ta... Donc c'est jamais la même réponse qui est dupliquée. Alors là je reprendrai les 3 piliers de la PNL qui sont objectif, flexibilité et acuité sensorielle. Définir un objectif avec un client, être clair et net d'un objectif précis. Être moi suffisamment flexible pour trouver les bons outils et pour réadapter la stratégie, voire redéfinir un nouvel objectif si celui-ci n'est pas viable. Et acuité sensorielle, arriver à sentir là où on doit aller et comment la personne peut rester alignée et comment la stratégie peut s'adapter de la meilleure façon possible à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise qui va vouloir développer ça, parce que c'est hyper... Pour moi, l'alignement entre
ton produit, ce que tu es et tout ce que tu vas apporter, c'est fondamental et c'est une base. Si la personne n'est pas alignée d'un point de vue ou de l'autre, au niveau de la stratégie, ça sert à rien. Ça ne marchera pas. D'accord. Et du coup, quels sont les types de clients avec lesquels tu as travaillé et demain avec lesquels tu aimerais travailler? Alors moi je travaille essentiellement avec des clients, des entrepreneurs qui sont déjà avancés dans leur business. Alors avancés, c'est-à-dire? C'est-à-dire des personnes qui ont des résultats, Ouais. qui ont une liste de prospects, une liste de clients, qui ont déjà des produits. Et je travaille avec certains qui marchent même très très bien. Ouais. Et l'idée c'est de voir comment on peut essayer de créer de nouveaux leviers et de nouveaux déclencheurs pour aller beaucoup plus loin. D'accord, comment faire mieux à partir de l'existant? Parce que sur des entrepreneurs débutants par exemple, la difficulté c'est que les résultats ne se font pas sentir de suite. Et c'est beaucoup plus difficile de travailler sur ça. Le positionnement n'est pas forcément clair, l'intention derrière n'est pas forcément claire non plus, donc du coup c'est assez difficile de pouvoir diriger une personne qui tâtonne. Donc ce que je comprends à travers ça, ce que tu nous dis, en fait, tu n'as pas une baguette magique. Ah non. Entre avec Nicolas, demain vous ferez 1 million d'euros et tu n'es pas du tout ce que tu vends. Non, en fait, tu une process à long, moyen et long terme. Ça serait vendre du rêve et donc pas respecter Nicolas ne vend pas du rêve. Donc je ne vends pas du rêve. D'accord, tu n'es pas un magicien d'internet, un gourou qui va d'un claquement de doigts. Je pourrais créer une secte, Ah oui, mais je n'ai pas forcément envie. La secte des chats fourbes. La secte des chats fourbes. Ça pourrait marcher? Ouais. Donc, je sais pas, ça me botte pas trop les sectes. Non, au niveau éthique, ça serait pas ça. Non, mais c'est bien de le savoir, comme tu dis, de ne pas vendre du rêve. Donc tu es vraiment sur un process à moyen et long terme. Tu n'as pas des résultats. Personne n'a des résultats. Enfin, si on peut avoir des résultats rapides, il suffit d'actionner les bons leviers. C'est ce que j'arrive à faire avec certains clients. Ouais. Mais après, tu t'inscris sur le long terme. Si on parle de stratégie, si on parle de développer quelque chose et de bosser vraiment sur booster un business, là c'est clair qu'il faut du temps, il faut tester les choses, il faut voir les retours sur ces choses-là. Moi je dis toujours à mes clients, mais il faut tester. On teste. La première chose, si on fait quelque chose, je vais pas vous promettre d'avoir tel ou tel résultat. On va voir, on voit le résultat et en fonction de ça, on améliore ou on le change. Et c'est là qu'on a des résultats. Parce qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de voir les résultats et on prend le temps de calibrer et d'améliorer. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont dans le domaine du business, quelles sont les personnes qui t'inspirent? Au niveau du business, aujourd'hui, très bonne question. Très bonne question. Ouais. On ne l'avait pas préparé celle-là. On l'avait pas préparé. Non. Du coup, je ne sais pas quoi dire. Alors moi je te suis un peu parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Je sais que tu es fan des produits Apple. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est bien de me diriger vers voilà. ce qui m'inspire, ouais. Alors justement, j'aide un peu le petit Nicolas. Il en a besoin. Et du coup, qu'est-ce que pourquoi Apple? Parce que j'adore leur stratégie marketing est juste énorme. Ils arrivent à se positionner sur la différenciation, sur du produit de luxe et du produit de luxe. Enfin, sur une image. C'est un positionnement, Une image de luxe sur des produits que tout un chacun va avoir. Et pourtant des produits qui généralement sont 2 à 3 fois plus chers que ceux des concurrents. Donc en termes de stratégie de position, je me suis beaucoup inspiré effectivement d'Apple. Donc ça c'est clair. Après, moi les personnes qui m'inspirent, elles sont souvent mortes. Elles sont mortes, bon. Et depuis très longtemps. Et depuis longtemps, avec lesquelles par exemple, il y avait une personne, une seule? Alors moi, ma grande inspiration personnelle, c'est pas d'un point de vue business, mais d'un point de vue vision, c'est Jules César. Jules César. Grand Jules César. Alors c'est vrai, celui-là, on me l'avait jamais sorti. Non, pas Jules César, on me dit oh, mais qui t'a Henry Ford, Walt Disney, etc. Mais Jules César, oui, alors explique-nous. Ça c'est c'est classique. Tout le monde le fait, Henry Ford. Ah voilà, il se différencie encore une fois. Walt Disney, remarque que je m'y suis intéressé justement parce qu'en PNL on travaille la stratégie Walt Disney. Parce que tu me parles de vision, donc moi je pensais tout de suite à Walt Disney. Très inspirant Walt Disney. C'est vraiment un super. J'y suis arrivé il n'y a pas très longtemps et très intéressant. Alors moi ce que j'adore aussi c'est... Alors attends, Jules César, pourquoi Jules César? Jules César, parce que c'est quand même un empereur, c'est quelqu'un qui avait une vision, qui avait une amie. Bon certes il n'a pas forcément fait que des bonnes choses, mais
il voulait changer les choses, améliorer autour de lui, améliorer le sort du peuple romain. Et puis il a quand même été le précurseur de l'Empire romain. Avec en termes d'intention, en termes d'énergie, en termes de volonté et en termes d'accomplissement de grandes choses, il n'y a pas beaucoup de personnages historiques qui ont réussi à faire ce qu'a fait Jules César. Donc si vous souhaitez créer un empire façon Jules César, eh bien, on peut essayer de contacter Nicolas à cet effet. Après j'aime bien aussi sur la philosophie, aussi philosophie politique. Alors j'aime bien les personnages un petit peu pas tenacieux, mais qui sont remettre un petit peu l'église au centre du village. J'adore Machiavel, Nicolas Machiavel. Qui sont un peu borderline, d'accord. Et qu'on voit très mal par rapport au machiavélisme, alors que c'est quelqu'un qui était très pragmatique, qui a identifié les codes de régence d'un État, de comment on arrive à gérer les choses. Comment les familles étaient organisées, et puis en fonction de cela. Ce qui est intéressant sur ce que dit Machiavel, c'est que parfois sur certaines lectures ou sur certaines choses, on a des choses un petit peu mielleuses. Là, c'est brut, c'est pas forcément agréable à lire ou à entendre, mais on retrouve des leviers psychologiques et des choses très très intéressantes sur ces sujets-là. Après, donc, je m'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup de philo, beaucoup de tous les mouvements de la psychologie de la vente, l'influence. Donc avec tout ça, tout ton bagage philosophie, ton bagage on va dire en philosophie politique, persuasion, négociation, PNL, etc. Si tu avais 3 conseils à donner à un débutant qui se lance, à un entrepreneur qui a une idée, qui veut se lancer, lesquels seraient-ils? Allez, alors, 3 conseils et puis 3 pièges à éviter, si tu peux. Pas trop difficile. 3 conseils et 3 pièges à éviter. Oui. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, et j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, et que j'ai compris grâce à un très bon ami qui est connu aussi sur le web, qui s'appelle Yannick Alain, c'est l'importance de s'entourer de personnes qui vont vous aider et qui vont vous tirer vers le haut. Donc ça, des personnes positives. Des personnes positives. Donc s'entourer de personnes positives. Et des personnes qui ont des compétences qui vont vous aider à vous améliorer. Donc c'est ça. Donc c'est l'idée du réseau, mais pas forcément le créer, même si c'est très très important de créer un réseau, mais juste de s'entourer de quelques bonnes personnes qui vont aider et qui vont permettre chacun de se tirer vers le haut et de toujours s'entraider et de toujours monter et toujours être dans une spirale positive. Donc ça, c'est mon premier conseil qui est très important. S'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Ouais, des bonnes personnes. Et a fortiori, faire le ménage des personnes qui, malheureusement, à l'instant T, vous tirent plutôt vers le bas ou qui vident votre énergie. Voilà. C'est ça. Tout à premier conseil, s'entourer des bonnes personnes. Ça, ensuite, le second conseil, c'est tout simplement, déjà trouver son positionnement. Ça, c'est la clé, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, comment on fait ça? Alors là, ce que je dirais, c'est déjà chercher donc, là où ce qui vous plaît et là où vous êtes bon et là où vous avez une spécificité bien différente du reste du marché. Pour cela, regardez votre marché, regardez là où vous êtes et sur votre marché, regardez ce que vous avez vraiment de différent et ce que vous allez apporter de plus par rapport aux concurrents. Moi, j'aime bien dire, c'est imaginer son client. Et moi, admettons que je sois votre client, je vais vous poser une question simple. C'est qu'est-ce qui fait que je vais aller acheter chez vous, que je vais suivre vos conseils ou que je vais acheter vos produits, plutôt qu'aller chez un concurrent? Donc pourquoi vous? Donc déjà, essayez de répondre à cette question. Et en se mettant sur la posture du client. Parce que bien souvent, on arrive à se trouver au positionnement. Je prends un exemple, un développeur qui va dire « Ah, mais moi je fais du Java, du C++, du machin », alors que les concurrents ils font tous du Python ou blablabla. Moi je suis client, très sincèrement, je m'en fous royalement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va m'apporter. Donc c'est l'idée, c'est se mettre à la place du client et trouver son positionnement, vraiment qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents. Donc ça, c'est un point clé. Donc premier conseil, s'entourer des bonnes personnes. Deuxième conseil, trouver son positionnement. Et le troisième conseil, ça serait? Et le troisième conseil, ça serait que j'ai cherché dans ma mémoire d'oiseau.
j'en aurais plein à donner, mais j'ai envie de donner quand même des choses les plus pertinentes qui pourraient le plus aider. 3 conseils à quelqu'un qui veut se lancer. Ouais, alors c'est tester les choses. Vous avez une idée, il y a peut-être 60-70% de chances qu'elle ne marche pas. Alors, je vais faire mon pessimiste, mais vous avez une idée, ça ne veut pas dire que pour vous elle est bonne, elle va marcher, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher, il faut tester. Donc pas rester sur le stade de l'idée, essayer les choses et y aller à tâtons, regardez, voyez les résultats et en fonction des résultats, vous améliorez progressivement l'idée. C'est comme ça moi que j'ai réussi à former mon positionnement et que je m'en suis sorti, c'est qu'au début je suis parti sur un positionnement qui n'était pas bon. Et puis progressivement j'ai testé, j'ai essayé, j'ai regardé ce qui marche. Ce que les Américains appellent test and fail. Ouais. On teste, on échoue, on rectifie et. Exactement. Il y a un livre, c'est Lean Startup. Lean Startup, qui est vraiment dans cette thématique-là. Et donc vous testez, vous essayez, vous voyez ce que ça donne. Voilà, et surtout ne pas avoir peur d'échouer, Voilà, donc tester. Et généralement, ce qui se passe, c'est que ce que vous faites, votre avancement un an après, votre idée et votre projet sera complètement différent de ce que vous aviez prévu un an avant. Et c'est en testant justement que ça permet de pouvoir anticiper les choses. D'affiner son positionnement. D'accord, excellent. Et enfin, pour terminer, 3 pièges sur lesquels la plupart des entrepreneurs qu'on a tous fait. Ouais. Ou peut-être quand même tu as fait. Alors le piège, déjà j'en ai un. Le piège numéro 1, c'est celui qui est lié aux croyances, c'est ne pas viser grand, ne pas avoir grand. C'est objectif lune. Jouer, je vais être taillant aujourd'hui. C'est jouer dans le bac à sable. Donc arrête. Généralement, et puis c'est normal parce qu'on a peur, on n'a pas envie de se lancer, on n'a pas envie d'essayer de grandes choses. Donc c'est voir petit, essayer petit. Moi j'étais le premier à faire cette erreur-là, par peur, forcément derrière tout blocage il y a forcément une peur. Donc par peur de l'échec, par peur de la difficulté. Donc en gros c'est bien d'aller au bac à sable au début, mais sortez du bac à sable et rapidement. Et voilà, sortez de votre zone de confort et voyez grand, visez grand. Donc ça c'est Jules. C'est l'ami Jules César qui a revenu ça. Ah, c'est Jules, écoutez, merci Jules. Merci Jules. D'accord. Donc effectivement, en fait, ce danger est intéressant, celui de ne pas viser grand ou de jouer trop petit, de jouer petit bras. Ouais. Mais effectivement, si on est entouré des bonnes personnes, on va pouvoir justement viser un peu plus haut, quoi. Tout à fait. Et se dépasser, comme tu l'as dit, sortir de sa zone de confort. Et avec le bon réseau, les bonnes personnes, les bons partenaires, effectivement, on peut vaincre cette erreur-là. Cette erreur-là. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre erreur qui revient souvent? Ouais, alors dans les erreurs qui reviennent souvent, c'est... alors je ne vais pas prendre l'opposé de l'autre, c'est réinventer la roue. Moi j'étais spécialiste de réinventer la roue. C'est avant de réinventer la roue, tester quelque chose qui marche. Alors là, ça ne va pas en opposition avec le fait d'être différent des autres. Alors c'est-à-dire que justement, en termes de positionnement, tu es différent des autres par rapport à ce que tu apportes. Mais par contre, ne pas réinventer la roue dans le terme des stratégies. On parlait d'Apple tout à l'heure avec un positionnement qui est un positionnement luxe. Je ne vais pas essayer de trouver un nouvel type de positionnement qui sort du chapeau ou de ne pas utiliser des choses qui marchent déjà. Si je vois des stratégies qui marchent déjà, si je sais que ça marche chez les autres, je vais tester, je vais voir ce que ça donne pour moi, si je suis aligné ou pas pour faire ça, et voir ce que ça donne. Donc de ne pas réinventer la roue. Et une fois que j'ai compris le concept qui se cache derrière, une fois que j'ai compris la méthodologie, que je sais comment ça marche, à ce moment-là, je vais pouvoir m'amuser. Et ce que j'aimais dire, c'est comme quand on fait du skate, faire du freestyle et essayer de nouvelles choses. Moi aujourd'hui, je me permets de faire du freestyle, mais j'en ai fait des débuts, c'était une erreur. Aujourd'hui, quand je fais du freestyle, pour garder cette image-là, sur des concepts, des stratégies marketing, c'est que je connais, que je maîtrise le concept derrière et je sais les leviers d'influence que je vais utiliser, les techniques, tout ce qui se passe derrière. Donc voilà, c'est de ne pas réinventer la roue. Faites quelque chose et une fois que vous le maîtrisez, à ce moment-là, vous essayez de l'améliorer et de vous l'approprier. D'accord, excellent. Donc premier danger, Pas avoir grand. Voilà, ne pas avoir assez grand, jouer, être petit bras, comme on a dit.
Deuxième danger, c'est effectivement de ne pas réinventer, chercher à réinventer la roue plutôt. Tout à fait. Et dernier piège, dernier travers. Alors le dernier travers, c'est la flexibilité justement, ne pas être assez flexible. De ne pas se dire, alors on peut dire, ben voilà, j'ai défini un objectif, cet objectif-là, il faut que j'y aille, il faut que ce soit ça et pas autrement. Ouais. Et j'ai décidé que j'y allais par cette porte-là, dans cette allée-là. Et le problème, c'est que vous avez peut-être tracé une ligne droite, mais à un moment, il y a un gros mur. Et si vous n'êtes pas flexible, vous prendrez le mur. Donc c'est l'idée, c'est je me trace une ligne droite vers l'objectif, mais toujours en ayant l'idée de dire, ben voilà, je sais qu'il va falloir que je contourne les murs, je sais qu'il va falloir que je fasse des détours, je sais qu'il va falloir que j'essaye des choses. Donc toujours rester flexible et se dire, voilà, si quelque chose ne marche pas, j'essaye autre chose. Si là je me rends compte que ça ne va pas, je vais modifier. Si mon objectif n'est pas viable ou aujourd'hui ne correspond plus à mes attentes, je vais modifier l'objectif. Donc là on sort un peu du marketing et de la stratégie business puisque ça s'applique à toute sa vie, mais c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Donc faire des points intermédiaires pour dire là où j'en suis par rapport à mes objectifs. Le premier objectif que je m'étais fixé, faire l'état des lieux et à partir de là bien modifier ce qu'il y a à modifier et puis continuer sur sa lancée en tenant compte des résultats. Nicolas, notre entretien malheureusement touche à sa fin. C'est triste. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Nicolas, donc on rappelle ton site internet. Ouais. Encore une fois, pnl-marketing.com. Voilà. Tu es connu aussi pour tes vidéos. Pour les vidéos YouTube. Voilà, donc tu as une chaîne. Une vidéo tous les jeudis. Une vidéo tous les jeudis. Avec des chats fourbes. Avec des chats fourbes. Donc allez sur la vidéo du monsieur d'à côté et vous comprendrez en fait sa passion pour les chats. D'où elle te vient cette passion pour les chats? En dehors que tu aimes les chats fourbes. Que j'aime les chats fourbes. Mais j'ai toujours, ça m'a toujours fait kiffer, ça me faisait rire les chats. Et puis j'adore les chats, j'ai 3 chats, donc forcément. 3 chats. Donc une idée cadeau pour Nicolas, un 4e chat. Non, c'est bon. C'est bon, ok. Très bien. Là, suffisamment parce que c'est très fourbe, donc du coup. Surtout les siamois. Ouais. Ou tous les chats. Tous les chats. C'est dans les gènes. Dans leur gène. Un dernier message avant de partir. Un dernier message, éclatez-vous, kiffez tout ce que vous faites, prenez du plaisir comme on le fait avec Ne vous prenez pas au sérieux surtout, c'est que du business et puis on a le droit de se planter, on a le droit de se tromper, eh bien c'est pas grave, on essaye et on est flexible. Exactement. Voilà, merci Nicolas, à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur Métro Sapiens et puis allez visiter le site de mon acolyte Nicolas. Pas mal de contenu régulièrement, toutes les semaines. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao. Merci, ciao.